Bienvenue à toutes et à tous. Le sujet, qui fait la une des quotidiens, cette semaine, c'est la révision de la Constitution. C'est effectif. Les députés de la 8e législature ont procédé à la révision de la loi fondamentale. Les quelques points d'innovation dans cette nouvelle Constitution, en tout cas en attendant sa promulgation par le chef de l'État, seront donc débattus sur cette émission du Forum de la rédaction. On reviendra également sur la sortie des Foscori, point Bénin émergent, et également de l'ancien président Nicéphore Soglo, l'opposition qui dénonce cette révision de la Constitution, l'opposition pour qui la mise en œuvre des recommandations du dialogue politique n'implique pas forcément une révision constitutionnelle. Le débat dont sera fait par mes deux invités pour ce forum de la rédaction. Le forum de la rédaction reçoit bien sûr ce jour Stéphane Oussougan. Il est rédacteur en chef du quotidien Dynamisme Info. Oui. Voilà, Stéphane, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. En face de vous, Arnaud Moriagua du groupe de presse Eden TV, Diaspora FM. Arnaud, bonjour. Bonjour, connaissez. Alors, on va commencer par le sujet le plus brûlant. Donc, la révision de la Constitution, après donc plusieurs tentatives infructueuse, et bien sûr, finalement, elle a effective la révision de la Constitution de février 88. Je commence par vous, Stéphane Oussougan. C'est quand même une révision qui est passée en douce. Quand on sait qu'au Bénin, ce n'est pas tout à fait facile de toucher à la loi fondamentale, tant il y a beaucoup de suspicions, de polémiques autour, mais finalement, c'est arrivé. Oui. C'est arrivé, je pense que ça ne devrait quand même pas surprendre parce qu'avec ce qui s'est passé depuis les dernières élections législatives, et on sait que si... Quand vous dites ça, vous faites allusion à quoi? Est-ce que c'est parce qu'on a un Parlement complètement acquis aujourd'hui? Justement, la preuve, le score du vote le témoigne largement. Avant, sous la 7e législature, on avait juste raté de peu cette révision parce qu'il manquait 3-4 voix. Aujourd'hui, maintenant, les 83 ont donné leur accord pour la révision de la Constitution. Et donc, quand on voit comment est-ce que les élections législatives de 2019 se sont déroulées, les partis représentés à l'Assemblée, l'engouement des actuels occupants du palais des gouverneurs à louanger le chef de l'État, à soutenir ses actions et autres, on voit que même si quel que soit le projet de loi, quelle que soit la proposition de loi qui sera déposée sur la table des députés, ça va passer comme une lettre à la poste. Et la preuve, on l'a vu passer en un clin d'œil. Toute une révision, que les gens se sont assis pour élaborer. La loi, on parle de la loi fondamentale, mais c'est passé comme une loi ordinaire à l'Assemblée nationale. Et vous allez voir que même ceux qui l'ont révisé, l'ont révisé, et ceux qui avaient à cœur de réviser la Constitution, ne se réjouissent même pas parce que, comme le dit souvent Marine Le Pen, il y a parfois des victoires qui font honte aux vainqueurs. Alors, Arnaud Moriagua, vous pensez quand même, est-ce que vous faites les mêmes analyses? Est-ce que c'est parce que, en fait, le fait d'avoir aujourd'hui un Parlement complètement, bon, je ne dirais pas acquis à la cause, mais je dirais monocolore, est-ce que ça a favorisé, est-ce que vous êtes dans cette logique-là aussi? Je ne suis pas forcément dans cette logique, mais ça a contribué. Ça a beaucoup contribué. Et ça a beaucoup contribué en ce sens où nous savons que les Béninois, depuis 2005, 2004, ne voulaient pas entendre du tout de la révision de la Constitution. Même si on sentait le besoin et que des présidents ont eu à démontrer, comme le président Thomas Bonou Yahi, qui nous a chanté tout le temps la Cour des comptes, ont eu à démontrer qu'il nous fallait réviser la Constitution. Les Béninois n'en voulaient pas. Et donc, plusieurs tentatives sous le régime de Mathieu Kérékou, vers la fin du régime, les proches qui voulaient donc que le président s'éternise au pouvoir, notamment ils étaient très focalisés sur l'article 42. Et donc, finalement, le peuple a dit non. Et touche pas à ma constitution. Vous vous rappelez cette campagne-là avec tout à fait, Rikiat Madougou? Tout à fait, touche pas à ma constitution. Ça a été chaud.
Et donc, finalement, l'arrivée de Thomas Boni-Yayi, nécessité de réviser encore la Constitution, la Cour des comptes, mais derrière ça, qu'est-ce qu'il fallait introduire d'autres? Le peuple n'en voulait pas. Sous le régime de Patrice Talon, nous avons eu le mois de la révision. Le mois de la révision qui n'a rien donné. Et finalement, après, on est reparti encore. Il y a eu un rebondissement. Et donc, l'Assemblée nationale, avec les députés de l'opposition qui étaient là, n'ont pas pu encore réviser la Constitution, mais qui vous souviennent que nous étions à un doigt d'aller au référendum. Et donc, tout le monde attendait le président de la République, référendum ou pas référendum. Et finalement, à la plus grande surprise, le président de la République est sorti nous dit non, je laisse tomber, puisque le peuple ne voulait pas de la révision. Maintenant, le rebondissement, c'est que le dialogue politique a accouché des points dont la mise en œuvre demande une révision constitutionnelle. Et donc, on est parti de loin, qu'on est haïssais, on est parti de loin puisque on a connu une élection querellée. Et donc, finalement, deux partis politiques sont représentés à l'Assemblée aujourd'hui pour le gouvernement. Je ne voulais pas le dire. Et donc, finalement, on doit aller au dialogue politique, la recherche de consensus, de paix et tout. Et finalement, nous en sommes là. La proposition des experts qui ont abouti en procédure d'urgence à la révision de la Constitution. Voilà un peu l'historique. On va, en temps de poursuivre les autres analyses, on va rentrer un peu dans le fond de ce qui a été fait. Alors, on dit dans cette nouvelle Constitution, on peut retenir essentiellement ce qui suit. Donc, on n'ira point par point. Le président de la République ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie. Ça évacue les doutes. Donc, au Bénin, on ne pourra pas avoir un président qui va s'éterniser au pouvoir. Ça a été clair dans la Constitution maintenant. C'est clair. Je pense même que ce n'est pas une innovation à la présente parce que la Constitution, qui était en vigueur, qui est en vigueur parce que ce n'est pas encore promulgué. Ce n'est pas encore promulgué. Et donc, la mise en vigueur, pas de la promulgation par le chef de l'État. Mais le chef de l'État avait dit qu'il ne va pas promulguer une constitution qui va porter problème après. Bon, je pense que de toute façon, l'opposition a donné son opinion des choses et a montré clairement qu'elle est contre la révision. Peut-être que le chef de l'État va tenir compte de ça pour ne pas promulguer ou peut-être que le chef va tenir compte. Mais ça, c'est une grande question. Oui. On y reviendra, mais justement ici, ce pourquoi c'est tout à fait important de revenir là-dessus, c'est parce que selon certaines interprétations, on peut dire oui, on est tombé dans une nouvelle république et autres, mais ça a été clairement mentionné. Le chef d'État a demandé que ces verrous soient complètement posés, voilà, justement pour qu'il n'y ait pas de confusion plus tard. Donc, sur ce point, on n'a pas de souci à se faire 2 mandats dans sa vie. Non, je voudrais dire que le chef, c'est une manière pour les experts et le chef de l'État, bien sûr, qui a accepté de montrer sa bonne foi, de montrer qu'il n'a pas l'intention de s'éterniser au pouvoir. Je n'aime pas éterniser. Au Bénin, ici, il n'y a plus un chef de l'État qui mourra au pouvoir. C'est ça qu'il faut dire. C'est comme ça qu'il faut dire les choses. Avec ce point de modification, c'est comme ça qu'il faut le dire. On n'aura pas un président qui va mourir au pouvoir. D'accord? Et donc, au-delà de cela, ça montre, le président voulait montrer sa bonne foi quand même, mais il a dit qu'il ne voudrait pas qu'on touche aux fondamentaux de notre Constitution. N'oubliez pas qu'il y a un verrou qui voulait être sauté, le verrou de l'âge, des 70 ans. Donc, non seulement, j'irai terre à terre, le président, par exemple, Nicéphore Dieudonné Soglo, n'a pas fait 2 mandats. Donc, si par exemple le verrou de l'âge était sauté, il pourrait avoir l'opportunité de revenir au pouvoir. Donc, ce verrou n'a pas été sauté. Par conséquent, non seulement vous ne ferez que 2 mandats de votre vie, mais après 70 ans, vous êtes out. C'est très important. Alors, maintenant, l'autre point aussi en attendant de venir à l'essentiel, les élections générales, la vice-présidence, les députés ne pourront plus excéder 3 mandats. Ah oui. Oui, c'était souhaité même par l'opinion nationale parce que les députés avaient un mandat. Bon, sinon, ils sont là, oui, justement, ils sont là autant qu'ils le peuvent, voilà. Tant qu'ils ont justement, ils peuvent mourir au Parlement. Et donc, je pense que ça n'entre pas en ligne de compte d'une gouvernance démocratique.
Sur les 8 législatures, il y en a qui ont fait au moins 5. Au moins 4, au moins 5. Et donc, bon, Dieu merci, aux dernières élections, il y a des vétérans qui sont des partis. Députés, hein, Justement, des fonctionnaires députés. Si aussi il n'y avait pas eu tout ce que vous savez, il y a d'autres qui seront encore là. Qui seront encore là. Donc, on n'aura plus maintenant ce régime de députés permanents. Non, ce n'est plus le cas. Mais j'aurais souhaité que si tant est qu'on veut limiter les mandats, qu'on pense aussi aux maires. Aux maires. Et malheureusement, rien n'a été dit. À moins que j'ai peut-être, pour le moment, peut-être qu'il y aura des retouches et autres, mais il fallait aussi aller dans ce sens. D'accord. Anomo Yagwa, je pense qu'il a dit l'essentiel, le mandat des députés, 3 ans, c'est ce qui est raisonnable. Même dans les pays occidentaux, quand on veut limiter, c'est souvent à 3 ans, juste pour permettre quand même la succession. Pour permettre. Vous savez, les rouages de l'Assemblée nationale concernant les tests de loi et autres, c'est très compliqué. Si vous n'êtes pas habitué, s'il n'y a pas un ancien qui vous montre le chemin, c'est très compliqué d'après les informations que j'ai. Donc, premier mandat pour toucher, déjà au premier mandat, c'est à partir de la 3e année que vous comprenez mieux les choses. Donc, pour toucher un peu aux choses, 2e mandat pour être bien assis, 3e mandat pour initier un peu les nouveaux arrivants avant de partir. Donc, si le peuple vous donne l'opportunité ou l'occasion chaque fois de... Oui, bon, si le peuple vous en donne l'opportunité, bien sûr, ça vous avez raison. Alors, mais ça représente quand même une certaine avancée, hein? Oui, parce que ça permettra quand même de pouvoir faire qu'on appelle ça, de pouvoir faire régénérer, renouvellement du personnel parlementaire. Si on peut parler en ces termes. Voilà. On dit rajeunissement de la classe politique au niveau de l'Assemblée nationale. Je voudrais vous rappeler que ce point avait déjà été soulevé il y a quelques années où il fallait limiter le mandat des députés. Certains étaient farouchement contre. Mais à l'Assemblée, à l'Assemblée, certains étaient farouchement contre. Il ne fallait pas limiter. Et aussi, je pensais que l'affaire de retraite des députés, est-ce que ça a été réglé ou pas? On n'en a pas parlé. De niveau intellectuel, on avait parlé de niveau intellectuel et autres. D'accord. Bon. Alors, maintenant, on en vient maintenant au point essentiel, hein, l'organisation des élections générales pour 2026. Voilà, donc qui implique que le mandat des élus locaux, communaux et municipaux qui seront désignés aux élections communales de 2020 va courir jusqu'à 2026. Les députés de la 8e législature vont rester en place jusqu'à la fin de leur mandat actuel de 4 ans. Et ceux qui sont élus à partir de 2023 auront un mandat transitoire de 3 ans qui prendra fin avec les premières élections générales programmées pour 2026. Oui. C'est l'alignement des mandats. Oui, l'alignement des mandats. Je pense que on nous fait croire que ce sont les recommandations du dialogue politique qui ont abouti à la révision de la Constitution. Mais de mon point de vue, il n'en est pas question. Il ne faut pas qu'on sème de l'amalgame dans l'opinion nationale parce que les porteurs de la proposition selon laquelle il faut organiser les élections étaient dans l'idée qu'on écoute le mandat des députés qui sont actuellement... Il y avait 2 propositions, soit 2020 ou 2021. Voilà. Oui, juste pour régulariser la situation de ceux qui sont à l'Assemblée, que tout le monde, bon, pas tout le monde, la grande majorité perçoit comme un Parlement qui n'a pas toute sa légitimité. Parce que la légalité est d'accord au regard de la loi, mais la légitimité, c'est au regard de l'engouement porté par la population. Et en ce sens, on doit reconnaître, et même il y a des députés au Parlement qui reconnaissent que la légitimité nécessaire pour un Parlement n'est pas acquise pour cette législature. La preuve, ils sont allés jusqu'à pratiquement constitutionnaliser la mandature parce qu'ils ont dit que la mandature à court va finir les 4 ans. Et donc, est-ce qu'on avait besoin de dire ça? Ça veut dire qu'il y a une crainte qui anime les gens. Parce que quand on parle des élections générales, tout le monde est d'accord avec le principe qu'il faut quand même réduire les dépenses, qu'il faut quand même consacrer un peu de temps au développement et autres. Voilà, mais encore que les lois ne s'appliquent pas d'elles-mêmes. Les lois, ce sont les hommes qui les appliquent. Moi, il dit, la Constitution qui est là, peut-être on va la réviser, peut-être que c'était utile de la réviser, peut-être que c'était indispensable, mais je pense que tant que nous n'aurons pas une nouvelle conscience, à la Pascal Irénée Koufaki, pas forcément, une nouvelle conscience, une nouvelle mentalité de gestion de la cité, de la pratique de la chose politique, on va toujours crier que nous n'avons des tests de loi qui sont carents. Oui, mais justement, vous l'avez dit que ces propositions ne sont pas forcément ce qui est issu du dialogue, mais quand même, les experts ont eu à reformuler ce qui est sorti du dialogue. Justement. Ici, c'est beaucoup plus, en fait, des propositions venant
des experts. Oui, justement, vous voyez, on parle d'une loi fondamentale, quand même, et on parle d'experts. Maintenant, quand on parle d'experts, qui sont ces experts-là? On cite le professeur Dorothée Sosa, le professeur Tokpanou, oui, voilà, et les hommes bien politiques. d'autres, Et les hommes politiques, on ne peut pas me dire que des hommes politiques sont des experts. Les experts, c'est ceux qui se connaissent dans le domaine. Et nous sommes ici dans le domaine du droit. Et donc, je pense que c'est vrai que peut-être les professeurs Tokpanou et Dorothée vont faire la mise en route, mais je pense qu'étant dans une commission où les politiques sont plus nombreux, quand il s'agira peut-être de passer au vote pour adopter des propositions, les politiques vont prendre le dessus. Et le politique n'agit pas pour l'intérêt du peuple forcément. C'est d'abord pour son intérêt. C'est d'abord pour son intérêt. Et donc, en ce sens, quand on parle du comité d'experts et autres, moi, sincèrement, ça ne me convainc vraiment pas. Alors, donc par rapport aux élections générales, vous auriez voulu quand même que la proposition... la recommandation du dialogue politique soit prise en compte. C'est-à-dire soit 2020, soit 2021, pour régulariser la situation des députés actuellement au Parlement. Actuellement au Parlement. Et vous me permettrez, et le principe de la révision de la Constitution qui a été acté, personne n'est contre la révision de la Constitution. La Constitution béninoise n'est pas une Bible. Même si un député est allé jusqu'à comparer la Constitution à une fille de 29 ans qui est toujours vieille et dont les parents doivent aller consulter, moi je pense que c'est un argument vulgaire et ça témoigne que... Elle peut rester bien 50 ans. Ça témoigne que... Quelle vulgarité vous dénoncez? Justement, ça témoigne que les députés n'ont pas des arguments techniques pour convaincre le peuple. Il n'y a pas eu justement un réel débat populaire. Un réel débat populaire. Et moi, je pense que si on doit réviser la Constitution, ce ne sont pas des lois fondamentales dans leur application, des lois ordinaires dans leur application qui doivent nous amener à réviser la loi constitutionnelle, la loi fondamentale. Parce que le nœud du problème aujourd'hui qui nous a conduit jusqu'au dialogue politique, c'est l'achat des partis politiques, c'est le code électoral. Et donc, moi, je pense que ce ne sont pas ce ne sont que le code électoral et la charte des peuples qui doivent s'arrimer à la loi fondamentale. Ce n'est pas à la loi fondamentale de s'arrimer aux lois ordinaires. Je suis vraiment désolé mais ce n'est pas tout à fait ça, Stéphane. Oui, qu'on ne le veut pas. Il y a juste certains points qui concernent les élections générales et autre chose qu'on a été obligé de réviser. Oui, justement, oui. Bon, le code a été bel et bien revu dans ces points de difficulté. Oui, ils ont profité, mais ils ont justifié. Maintenant, vous allez voir. Par contre, je reviens à vous tout à l'heure. Je reviens à vous tout à l'heure. Oui, à nous, je voudrais relever 2 points par rapport à la légitimité des députés et donc par rapport à également cette révision qui a pris en compte 2 points. On n'allait pas réviser la Constitution en tenant compte des propositions faites au dialogue politique et revenir encore dans un an et dire qu'on veut réviser la Constitution. Ça va friser la pagaille. Et donc, il fallait saisir l'opportunité pour... Ici, la question de la Constitution, je vais finir. Il fallait saisir l'occasion, non seulement pour prendre en compte les propositions faites au dialogue politique, mais aussi pour introduire des points dont on avait besoin, comme le point concernant la Cour des comptes. Ça, il y a des points, si vous voulez, on peut s'attarder sur des points qui étaient nécessaires à introduire. La Cour des comptes, on comprend. Mais il y a d'autres points, bon... mais la question pour régler d'autres problèmes qui n'est pas des problèmes soulevés par les partis politiques et autres. Donc, on a profité pour ouvrir la brèche et rentrer pour pouvoir régler d'autres problèmes. Justement, c'est là la question. Il y avait des points plus urgents à régler, comme la Cour des comptes, par exemple, sur lequel moi, je n'allais pas opiner pour dire non, pourquoi ils ont dû introduire ce point. Sur la légitimité des députés. La légitimité des députés au dialogue politique, les partis politiques se sont donc, comment dire, entendus pour dire, ou ont proposé pour dire, étant donné qu'on se pose la question, on parle de la légitimité, il vaut mieux régler une fois pour toutes cette question. Et donc, il fallait écouter le mandat, refaire normalement une élection digne du nom pour pouvoir permettre qu'on ait ce qu'ils appellent une législature comme cela se devait. Mais on constate bien que les députés, la législature en place trouve bien sa légitimité. Elle n'est pas illégitime, elle est bien légitime. Et donc, elle, avec cette révision, elle se conforte dans son fauteuil davantage. Et donc, on passe à côté de ce qui a été proposé et puis
on continue son chemin. Je pense qu'il va falloir désormais, tourner cette page. Parce que légitimité ou illégitimité, je pense qu'avec ce qu'on est en train de voir, ça veut dire qu'on a dépassé cette question-là. Il faudrait avancer avec la législature en place parce que la législature légitime n'a pas pu réviser la Constitution et c'est cette législature qu'on qualifie de illégitime ou bien quoi qui révise la Constitution. Je pense qu'il va falloir tourner la page et avancer. Mais aujourd'hui, la question que j'allais vous poser tout à l'heure, c'est vrai que toucher à la Constitution, ce n'est pas que la Constitution, c'est la loi fondamentale. Donc, j'allais dire, qu'on appelle, c'est la nation. Oui. C'est la nation, oui. Tous les acteurs. Oui. Il faut un large débat autour. C'est vrai qu'il y a des questions qui nécessitent forcément qu'il faut toucher à la Constitution pour les régler. Mais pourquoi ne pas le faire uniquement pour ces questions et laisser quand même les autres points quitte à revenir? Parce que si aujourd'hui, on n'a pas instauré les élections générales pour 2026, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément urgence. Pas pour 2021. Pour 2021, c'est qu'il n'y a pas urgence. On l'a fait pour 2026, par exemple. Ça a été bien précisé dans la Constitution. Alors pourquoi ne pas forcément, pourquoi ne pas, à mon avis, pourquoi ne pas, non, c'est pas le temps. C'est pas le temps qui compte en réalité. Mais il faut quand même un large débat autour. Est-ce qu'on a pu faire un large débat autour? Est-ce qu'aujourd'hui, le Béninois qui est par exemple à Gbaïnzou et qui ne maîtrise pratiquement rien de cette constitution-là, c'est réellement de quoi on parle quand on parle d'élection générale? Est-ce qu'on a pu vulgariser comme il faut pour que les gens sachent de quoi on parle avant de toucher à la fondamentale? Oui, Stéphane. Non, je pense que tout à l'heure, en parlant de légitimité des députés, quand on en parle, on est gêné d'en parler parce que on parle de représentants du peuple. Et donc, ils devaient normalement répondre du peuple. Mais vous allez constater actuellement que la préoccupation des peuples n'est pas la préoccupation des députés. Vous allez voir des gens qui sont inondés. Vous allez voir des écoles qui sont fermées parce que l'eau a pris. Vous allez voir des classes qui n'ont pas été, jusqu'à présent, des écoles qui n'ont pas ouvert leurs portes. Mais cela n'a jamais été la préoccupation des députés de la mandature actuelle, de la législature actuelle, pardon. Non, mais quand même, au pays, il y a eu certaines crises politiques depuis les dernières élections et il fallait quand même trouver des solutions pour une sortie de crise. Oui, justement. Vous allez voir. Moi, je ne comprends pas ce jeu de micmac des hommes de la rupture. Tantôt, vous allez entendre qu'il n'y a pas crise, tantôt, vous allez entendre qu'il y a crise. Mais finalement, on retient quoi? Il y a crise ou pas? La crise est palpable. Les médias en ont parlé largement. Les médias nationaux et internationaux en ont parlé largement. Nous tous, nous sommes venus à la conclusion qu'il y a vraiment crise. La preuve, le dialogue politique. Il n'y avait pas eu de dialogue politique il y a 2 ans, il y a 3 ans. Mais il y a eu de dialogue politique parce qu'il y a eu des événements qui se sont succédés, des événements malheureux qui ne sont jamais intervenus dans la vie démocratique de notre pays. Et donc, je pense que la préoccupation de ces députés, c'est d'abord régler les questions de légitimité. La preuve, ils sont allés jusqu'à constitutionnaliser leur législature actuelle. Sinon, ils n'avaient pas besoin de présider que la mandature et la législature actuelle finissent son mandat. Et donc, vous allez voir, ils ne se sentent pas redevables vis-à-vis du peuple, ils ne se sentent pas répondants du peuple. Sinon, ils devaient quand même descendre dans leur localité, comme ils le font souvent, pour porter la proposition de loi à leur mandat, pour recueillir leur point de vue et autres. Mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils savent qu'ils auront un sort de contraire à ce que les autres ils ambitionnent faire. Et donc, il faut aller droit au but. Ils sont allés. On verra la suite. D'accord. On va rapidement parler également d'autres points. Il y a l'instauration désormais d'un poste de vice-président à Nomoriagua. Oui. Et puis le parrainage des candidatures pour ce qui concerne les élections présidentielles à compter de 2021. Le poste de vice-présidence, on se pose beaucoup de questions. On se dit pourquoi. On n'a pas toutes encore toutes les réponses. Pourquoi ce poste-là a été créé. Et donc, parce que la Constitution du 11 décembre 1990 avait déjà réglé cette question. En cas de vacances de pouvoir, c'est le président de l'Assemblée qui remplace le président. Je crois il y a un délai de 3 mois. Oui, pour organiser les élections. Cette question, ou dans un autre cas, le président de la Cour constitutionnelle en cas de mise en accusation du président de la République. Bon, voilà. Donc, cette question avait été déjà réglée, mais aujourd'hui, nous passons dans un système de vice-présidence où il faut élire au cours
des élections sur une liste de scrutin de liste. Oui. Hein, donc, voilà, nous rentrons dans un nouveau système qu'on va essayer. Et voilà, j'ai dit qu'on n'a pas toutes les réponses, peut-être avec le temps. Et c'est pour ça, tout à l'heure, qu'on parlait de la nécessité de ce débat général, de ce débat plus large. Je ne suis pas contre, je n'ai pas eu le temps de rebondir sur cet aspect dont vous parlez. Parce que effectivement, la révision de la Constitution devait être une affaire de tous, devait être un débat de tous, un débat national. C'est peut-être derrière cela que les gens demandaient un dialogue national pour pouvoir échanger. Oui, mais en ce moment, on a dit simplement que c'est un problème politique, donc on a réuni les acteurs politiques. Mais dès lors que ça va toucher à la loi fondamentale, ça concerne la société civile, tous les maillons de la société. Et donc, mais en ce moment-là, voilà. Ce qui n'a pas été le cas. Très bien. Compte tenu de l'urgence dont nous ne maîtrisons pas véritablement les tenants et les aboutissants. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore tout à fait le contenu de cette nouvelle constitution-là. Mais il y a une question que je vais vous poser, une question que le réalisateur m'a soufflé tout à l'heure quand je venais au studio, au plateau. Alors il me dit, mais et si le vice-président mourait? Qu'est-ce qui a été prévu? J'avoue que je n'ai pas eu les réponses parce que je n'ai pas vu le test. Je ne sais pas si ça a été prévu. On aura le temps de fouiller un peu ce test-là. Mais si ça n'a pas été prévu, si le vice-président mourait, et si en cas de vacances du pouvoir, c'est le vice-président prend et le vice-président mourait, on va voir, on va aviser. On va maintenant évoluer rapidement avec la réaction des opposants. Je crois, si tout va bien, Igor Ntondi, est-ce qu'on peut avoir ne serait-ce qu'une déclaration de la part des opposants, peut-être la déclaration du président Soglo ou des Foscori pour un Bénin émergent, pour mieux situer le décor. Qui va nous permettre aussi de rebondir encore sur le jeu auquel les Foscori pour un pays émergent s'adonnent. On les a vus au dialogue politique et puis par grande surprise, je vois encore notre cher ami de l'opposition de ce côté encore dans cette déclaration qui est contre. Moi, je ne comprends plus rien. Ah mais non, mais c'est la vraie opposition, ça. Ah bon? C'est la stratégie. Igor Ntondi, si on peut suivre ensemble cet extrait. La participation de FCBE au dialogue politique s'inscrit dans une démarche de pacification et d'apaisement du pays, une démarche de recherche de solutions réalistes et réalisables à court et moyen terme, et c'est pourquoi il a soutenu l'organisation à bonne date des élections communales et l'organisation des élections législatives anticipées pour écouter le mandat des députés de la 8e législature du Parlement dont la légitimité est contestée. Tout autre mobile ne serait que pure affabulation et manipulation. Aujourd'hui, le parti FCBE se désole et s'indigne que le comité technique d'experts soit allé au-delà de l'esprit de la lettre des conclusions du dialogue politique en proposant, entre autres, une révision de la Constitution et l'institution d'un poste de vice-président. Du haut de cette tribune, le parti FCBE, par notre voix, désapprouve le projet de révision précipitée et unilatérale de la Constitution. La révision de la Constitution ne fait pas partie ni des points ayant été débattus lors du dialogue politique, ni des recommandations issues du dit dialogue. Il ne pouvait en être autrement dans la mesure où le format choisi par le chef de l'État limitait les débats aux lois conflictogènes que sont la charte des partis et le code électoral. Le parti FCBE estime que le choix du moment et le contenu de la révision de la Constitution appartiennent aux constitutions originelles qu'est le peuple béninois, qui, à travers la conférence Vive des forces de la nation, a su doter notre pays en 1990 d'une loi fondamentale qui a survécu aux épreuves du temps. Alors, pour les Foscori pour un Bénin émergent, c'est un projet de révision unilatérale et précipité. Ils sont allés jusqu'à dire que le dialogue politique n'a pas du tout parlé de révision de la Constitution. Oui, je suis parfaitement d'accord avec eux. Vous allez constater qu'à travers nos parutions ces derniers temps, on est resté dans la dynamique où il faut aller
à la mise en application des recommandations, pas outrepasser. Mais on a vu que le Parlement avait un schéma, un plan derrière le dialogue politique qui a été conduit. Des places a été faite. Oui. Oui, allons-y. Oui, les acteurs de la rupture avaient leur plan derrière le dialogue politique que ne maîtrisaient pas forcément les autres partis qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. La preuve, ils ont eu à faire des propositions dont on n'a pas tenu compte. Et donc, je pense que la révision de la Constitution est carrément, c'est carrément, comment dire, un autre débat qui a été introduit dans le cadre de la Mais est-ce que cette déclaration de FCBE n'est pas venue un peu tard? Parce que la révision est oui, justement, c'est le vendredi et dans cette même journée du oui, jeudi. Oui. Alors, Bon, pourquoi ça y est. Oui, mais il n'avait pas autre choix que de parler comme ça. Même s'il le faisait le mercredi ou bien le mardi, la révision passait parce qu'ils ne sont pas à l'Assemblée. La preuve, on a vu quand ils avaient, quel que soit le nombre, ils étaient au nombre de la vingtaine à la législature passée, ils ont pu faire porter leur voix et ça a bloqué la révision de la Constitution. Aujourd'hui, ils ne sont plus à l'Assemblée, donc ça ne peut qu'être par là. Même s'ils le faisaient des mois plus tôt, ça ne marcherait pas parce qu'ils n'ont pas l'âme nécessaire pour bloquer la révision. Pour la FCBE, il faut consulter le peuple. Le peuple n'a pas été suffisamment consulté. On parle de révision précipitée. Vous êtes d'accord? Je pense que nous l'avons dit, révision précipitée. On s'est posé la question sur d'ailleurs l'urgence. L'urgence est venue démontrer la précipitation. Et donc, quelqu'un l'a dit, pourquoi si c'est en 2026 qu'il faut aligner les élections, pourquoi alors réviser la Constitution maintenant? Quelqu'un m'a posé cette question déjà hier nuit. Donc, on se demande pourquoi cette précipitation. Les FCBE sont dans leur droit, comme d'autres partis de l'opposition officiellement reconnus. Au moins, les FCBE sont reconnus officiellement. Et donc, ce qu'ils disent, on pourrait prendre ça en compte parce que c'est un parti de l'opposition reconnu. Si les FCBE disent aujourd'hui, alors qu'ils ont participé au dialogue politique, ils étaient dans la salle et tout le monde entier les a vus à travers les reportages et qu'aujourd'hui ils disent que dans la salle, il n'a pas été question de révision de la Constitution, ben, on ne peut que s'en tenir à ça. Et donc, peut-être ça crée la surprise, mais... mais justement, au cours du dialogue politique, il n'y a nullement pas mais ma question est que s'ils ont fait le dialogue politique et s'ils ont fait des propositions, par quelle alchimie, selon eux, ces propositions-là devaient être prises en compte? C'est là la question que je retourne. Non, mais le problème, ce qui tient à cœur aujourd'hui à l'opposition, c'est qu'il faut régler le problème de la charte et du code qui ont créé des ennuis à des partis. Et on n'a pas besoin de réviser la Constitution pour ça. C'est ce que les FCB sont en train de dénoncer. Parce que c'est une question de la... Oui, c'est une question... Mais là, on a encore l'impression qu'on n'est peut-être pas encore sorti de la crise politique. Oui. Oui, je disais que... Je disais quand... Une opposition dans son rôle. Oui, je pense au lendemain du dialogue politique avec les recommandations, j'ai dit peut-être, est-ce que les politiques n'ont pas relancé encore la crise? Parce que quand on voit les recommandations faites, on sait clairement que les gens ne vont pas en tenir compte. Parce que les députés actuels ne vont pas accepter de contribuer à faire écouter leur mandat. Mais là, vous n'avez pas tout à fait raison. Parce qu'il y a des recommandations, les recommandations ont été Oui, justement. Mais vous savez, c'est parce que les opposants ne peuvent pas dire clairement qu'il faut dégager le Parlement qui est là, qui sont allés à la recommandation de l'organisation des élections générales pour écouter le mandat des actuels députés. Parce que ne pas se représenter à l'Assemblée, c'est une grande faiblesse pour un homme politique. Alors maintenant, aujourd'hui, quel est l'impact réel de ces déclarations? Si pratiquement, ils ne sont pas à l'Assemblée, les FCB ne sont pas à l'Assemblée, voilà, les institutions fonctionnent bien. Donc, quel est l'impact aujourd'hui de ce type de déclaration? L'impact, si l'on voit depuis 2016 jusqu'à maintenant, où les gens ont crié, ont tapoté, ont tout fait, et que le gouvernement avance. Vous voulez revenir sur les déclarations du député Roumpé à la sortie du dialogue politique? Oui. Rhétorique. Avec cette politique passéiste, rhétorique passéiste. Donc, il faut avancer. Mais la République avance maintenant, quand même. La République avance et on a laissé la rhétorique passéiste
Donc, la République avance. Donc, par conséquent, je ne pense pas qu'il y aura encore retour en arrière. Et tout à l'heure, on se demandait, est-ce que le président va promulguer? Ben, il faut dire vite fait. Parce que... Non, bon, lui-même, il a dit que quand la constitution qui sera votée va porter des problèmes, va porter des divergences qui va jamais promulguer qui ne va jamais promulguer. Il a dit également qu'il tient à ce qu'on s'attache aux fondamentaux, que les fondamentaux ne soient pas remis en cause. Oui. Maintenant, dans cette constitution, où sont les fondamentaux qui ont été remis en cause? Non, bon, il n'a pas dit qu'à condition que les fondamentaux ne soient pas remis en cause. Il a dit qu'il ne va pas promulguer. Oui, mais qu'il ne va pas promulguer tant qu'il n'y aura pas l'unanimité autour. D'abord, on va voir. Et donc, on constate que la classe politique est divisée sur la question de la révolution. Et donc, on va voir l'attitude que va avoir le chef de l'État. La classe politique divisée, je suis d'accord avec vous, parce que si c'est aujourd'hui, par exemple, un parti non officiellement reconnu qui n'a pas son récépissé définitif, qui parle, j'allais dire, laissons ce débat. Mais là, si les FCBE parlent, alors qu'ils étaient au dialogue politique, là, vous avez raison de dire que ça ne fait pas l'unanimité. Et le peuple n'est pas associé au processus. Donc, oui, ils n'ont pas... Bon, et donc, voilà, cas, je suis d'accord avec... Le débat reste ouvert, ce qui est sûr. La Constitution est révisée, et simplement, elle sera certainement promulguée par le chef de l'État. On continue avec les déclarations mais c'est fait pour quand même que le chef de l'État, en tout cas, voilà. Bon, donc, wait and see. C'est ce qu'on dit. Wait and see. Alors, on reste avec les opposants, mais j'ai du mal à classer comme cette personnalité dans le rang des opposants. Pour moi, il n'est pas forcément un opposant. C'est un sage de la République, l'ancien président Nicéphore Soglo. De dépasser ce niveau-là. Je voudrais faire une anecdote. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité. Le président de l'Assemblée nationale, j'ai lu à la une d'un journal qui disait qu'il ne voudrait pas qu'on révise la Constitution la nuit. Oui. Je ne sais pas si vous avez fait attention. C'est passé à la une d'un journal le jeudi ou le mercredi, et qui ne voudrait pas d'une révision la nuit. Bon, mais finalement, c'est la nuit. Pas la nuit profonde. On a l'habitude de voir la révision de ces textes-là à 2 heures du matin. Vous nous rappelez l'incident là, dans cette nuit-là, la nuit dernière, l'incident là. Ah ouais, oui, c'est vrai. Ah oui, qui a failli créer la débandade. On aurait mal fait de ne pas en parler. Ce climatiseur-là qui a pris feu pendant qu'on parlait de la révision de la Constitution de l'Assemblée nationale, ça a fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux. Les métaphysiciens diront peut-être que les membres de nos entreprises sont contre la révision de la Constitution. Et surtout qu'on a dit qu'il fallait enlever la partie, les balles de nos anciens. Ça nous a amusé un peu quand on a lu que les gens du pont ont pris la fuite avant de... Je pense que ça doit rester sur la conscience de tout et chacun de nous, ce que nous sommes en train de faire dans ce processus, dans la conduite des affaires publiques, que ceux qui accompagnent le gouvernement ou pas, je pense que chacun doit être responsable de ses actes. Et les députés en premier, à travers cette révision de la Constitution, qui va peut-être les rattraper plus tard, parce que quand le PRD portait, qui avait son président de parti comme président de l'Assemblée nationale, portait le vote du code électoral, il ne savait pas que ce code électoral allait l'extirper du Parlement. On l'a eu. Et peut-être que cette constitution qui a été promulguée va extirper encore des auteurs ou bien de la proposition de loi. Et ce serait... Alors, je viens de laisser un point qui concerne le parrainage. On n'en a pas parlé. On aura certainement le temps d'en parler rapidement. Pour dire un mot sur la déclaration de Nicéphore Soglo, c'est vrai que j'ai du mal à le classer parmi l'opposition, même s'il fait partie de la résistance. Pour moi, c'est en fait un sage de la République. Nous avons suivi cette déclaration. Allait apporter à la décrispation tant souhaitée par notre peuple. Convaincus que nous étions, que de simples propositions ou projets de loi pouvaient régler la question. L'introduction d'un parrainage dans la procédure des élections présidentielles, rien que ça. Quel est donc le rapport avec le dialogue national? Nous invitons alors notre peuple à la plus extrême vigilance. Bon, s'agissant des élections générales, dont le porte-parole du gouvernement, le ministre Alain Orunla, celui-ci fixe la période idéale du déroulement de cette gymnastique en 2026.
Nous pensons qu'un tel projet, s'il était retenu, releverait d'une vaste escroquerie politique. En effet, ce choix signifierait tout d'abord que le Parlement issu de la parodie électorale du 28 avril 2019 resterait en place jusqu'au terme de son mandat en 2023. Ce qui est inacceptable au regard du caractère illégitime de ce Parlement. Pour conclure, nous prenons à nouveau l'opinion nationale et internationale à témoin. Je veux dire, les forces de la résistance nationale tiennent le président Talon pour responsable de l'aggravation de la crise qui secoue le pays, au cas où il continuerait ses divagations dans sa politique d'exclusion. Ici, je l'ai dit, hein, je ne classe pas le président Soglo parmi les opposants, même s'il fait partie de la résistance. En tout cas, c'est un stade de la République. Et pour lui, les élections générales, je n'ose pas revenir sur les mots qu'il a utilisés. Vous avez vu, il est contre les élections générales. Voilà. Réaction. Parce que, bon, je pense que le président Soglo est dans son droit. Et il a toujours martelé le nœud du problème, ce sont les législatives du 28 avril. Il a qualifié. Comme vous, je ne vais pas revenir sur ces mots. Voilà. Et donc, on en prend acte. Et je pense que c'est le problème que soulèvent beaucoup d'autres personnes. Au niveau de... Bon, quand nous prenons ceux qui jouissent des fruits des élections du 8 avril 2019 et les autres qui sont remis parce que les bénéficiaires ne peuvent plus remettre en cause le principe. Et donc, mais au-delà de ça, que ce soit des acteurs de la société civile, que ce soit des acteurs de l'opposition formelle ou non formelle, je pense que tout le monde sait que le problème que traverse la crise survenue au Bénin est partie des élections législatives d'avril 2019. Et donc, de ce point de vue, sans régler le problème de légitimité, même si la Constitution est consommée parce qu'un Parlement illégitime du point de vue juridique ne peut pas mettre en place une Constitution, on consomme, alors, on prend acte. Est-ce qu'on est en train de construire durablement dans ce cas à Moriagua? Est-ce qu'un beau jour, tout ceci ne pourrait peut-être pas faire objet de remise en cause? Est-ce qu'on est en train de construire durablement ces réformes? Non, je ne vais pas hésiter à vous répondre. C'est non. Parce que c'est parce qu'on a construit la Constitution du 11 décembre sur du solide que nous avons fait 29 ans. Est-ce que tout ce qui est là pourrait nous amener encore à faire 30 ans avant qu'on ne touche encore à la Constitution? Je dirais non, parce que s'il y a d'amalgame, s'il n'y a pas de consensus, on ne peut pas s'estimer en sécurité, ou du moins on ne peut pas dormir tranquille. Et donc, c'est comme le ventre qui est affamé, qui n'a point d'oreille. Ça dit qu'il y a quelque chose, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on ne va pas au bout de ces objectifs. Donc, je pense quand même que on ne va pas craindre la remise en cause, même si ce n'est pas maintenant, après, vous voyez l'après dont je parle. Parce qu'on va dire non, ça là dont nous parlons, ça n'a pas été fait dans les conditions qu'il fallait il y a 10 ans. Donc il va falloir remettre remettre tout ce qu'il faut à sa place et tout. Ce qu'on ne souhaite pas. Parce que vraiment, si on veut faire les choses, qu'on fasse les choses de façon pérenne. Il faut avancer. Et que tout le monde soit d'accord, qu'on puisse se regarder dans les yeux en face et se dire, bon, ok, on l'a fait, félicitations. Mais quand même, durant toute cette crise, on doit le faire et que quand vous voulez regarder quelqu'un dans les yeux, tu dis félicitations, la personne te tourne dos. Et ce n'est pas. Mais durant toute cette crise, on a quand même senti qu'on n'a pas. On a senti quand même une opposition fébrile qui ne fait que dénoncer. On dénonce simplement, on parle, et après il n'y a aucune action. Merci beaucoup. Parce que avant les élections de avril, on a vu les conditions dans lesquelles le code et puis la charte ont été votées, tout. Et puis on a vu l'opposition qui a toujours bavardé, parlé, sans stratégie réelle. Aujourd'hui, on est dans une situation où c'est pratiquement... On est dans une situation où... n'oubliez tout ce que le président Soglo a dit, la FCBE, on dit aujourd'hui. J'ai demandé tout à l'heure quel est réellement l'impact si les institutions fonctionnent régulièrement et normalement. Oui, je pense que tout est mis en œuvre par le pouvoir pour bloquer l'opposition dans son action, dans son agir. Parce que vous savez que pendant les élections, on avait dit pas d'attroupement, pas de ci, pas de ça. Et paraît-il qu'on est allé jusqu'à vouloir interdire
les rassemblements religieux et autres parce qu'on croit que peut-être des gens qui se réclament résistants pourraient profiter de ça pour semer des troubles et autres. Si dans un pays on dit qu'il n'y a plus de réunions ou bien de regroupements, il n'y a pas de marche, qu'elle soit pacifique ou pas et autres, donc quel est le mode d'action que vous voulez que l'opposition emploie? C'est d'ici, ils sont bloqués et donc ils ne peuvent que revendiquer leurs droits que par la voie démocratique. Et la voie démocratique, ce sont les dénonciations, quitte à interpeller la conscience de ceux à qui sont adressés et ces reproches, ces observations et autres. Mais malheureusement, s'ils n'ont pas de suite mais auprès de n'oubliez leurs pas qu'ils ont autorités, eu quand même à pratiquer la politique de la chaise vide durant le long de la crise. À un moment donné, le chef d'État a quand même tendu la main à l'opposition qui n'a pas répondu à certaines invitations. oui, Vous êtes d'accord avec nous quand même? oui, non, mais il y a des sur ce point. il y a des partis de l'opposition qui se sont fait représenter. Je pense qu'il y avait un moment où les candidats Zanaï avaient conduit une délégation pour aller rencontrer le chef de l'État, mais au sorti, il n'y a pas eu. Même le président Nicéphore Soglo était allé rencontrer le chef de l'État. Il a dit que le chef d'État a pris des engagements, mais la suite, on connaît. Et donc, il y a une crise de confiance qui est née en temps. Et donc, les opposants se sont peut-être dit que pourquoi continuer à faire le tour du palais ou bien des réunions avec les acteurs du pouvoir sans avoir forcément le retour. Si on m'a promis un et qu'on ne m'a pas donné, ce n'est pas deux qu'on va me promettre demain qu'on va forcément me donner. Et je pense que ça a contribué à analyser davantage la crise. Merci Stéphane Msougan. Anno Moriagua, oui, c'est consommé. Hein. C'est comme on le dit souvent, tout est accompli. Bon, enfin, c'est juste accompli. Je ne dirais pas que c'est trop dit, sauf revirement spectaculaire, comme le souhaitait mon confrère. Si véritablement il n'y a pas consensus avec l'opposition, pourquoi faut-il foncer? Est-ce que le président remettra en cause cette loi, cette révision déjà adoptée à l'Assemblée? Et donc, si ce n'est pas le cas, on dira que tout est accompli. Et donc, il va falloir regarder droit devant et relever les défis à venir. Et non se lamenter tout le temps sur tout ce qui s'est passé. Je me réjouis tout de même de cette représentativité désormais des femmes, tant souhaitée, notamment par l'UDBN de l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio. C'est une proposition d'ailleurs soutenue par l'UDBN au dialogue politique. Et donc aujourd'hui quand même ça a été pris en compte où à l'Assemblée nationale le nombre des femmes a été porté à 25 pour le moment, en ce qui concerne la représentativité. Si le nombre de députés augmentait, alors ça veut dire que ce quota accordé aux femmes augmentera également. La discrimination positive. Oui, c'est à saluer, c'est une décision à saluer, c'est une prise de hauteur. Il y a eu une prise de hauteur, surtout les hommes, vous les connaissez. Et donc, quand on se retrouve en majorité dans le Parlement et qu'il faut défendre les femmes, il fallait les femmes pour défendre leur intérêt. Mais pourtant, là, ce sont les hommes qui ont donc accepté ces gens encourager les femmes. Voilà. Donc, c'est ce qu'on peut dire. Tout est accompli. C'est vrai que nous avons notre position personnelle par rapport à cela, mais qu'on ne va pas partager ici. Stéphane Msougan, quand même, c'est bien, ça vient encourager la jeune féminine. Oui, ça vient encourager, mais je pense que ce n'est pas dans l'ordre normal de la question de l'égalité, de l'approche genre. C'est parce qu'on voit la femme faible qu'on est obligé de lui concéder quelque chose. Moi, je pense que nous sommes au front. Il y a des femmes qui sont forcément contre la discrimination positive parce qu'elles estiment que l'égalité, c'est pour tout le monde et mais tout le monde doit aller... ne sont pas d'accord avec vous dans votre raisonnement. Pardon? Ce raisonnement, les femmes ne sont pas d'accord avec vous. Non, pas toutes les femmes. J'ai dit il y a des femmes qui ne sont pas d'accord avec la discrimination parce que ça met en faiblesse. Oui. Il y a par exemple, vous m'excusez... Les femmes doivent se battre davantage. Oui, forcément. Pour acquérir. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas nature contre les faveurs. Ça, là, par exemple, c'est comme une faveur. Et donc, on dira peut-être que si on ne te l'avait pas accordé, tu ne l'aurais pas eu. Et donc, on voudra... Tu as vu la présidente Claudine Prudencio? Oui, elle n'a pas eu besoin de cette législation avant de se faire représenter, avant de se faire ministre. Et donc, je pense qu'il faut qu'on encourage les gens à aller au combat.
rester dans le coin. charbon. Mais il y a des femmes dans des partis politiques, il y a beaucoup de femmes dans les partis politiques, mais au niveau des instances dirigeantes, on ne sait surtout pas pourquoi on ne veut pas positionner les femmes à des postes de décision, à des instances dirigeantes. Oui, justement, j'ai dit que c'est une question de c'est pour ça volonté, qu'il faut- c'est une question de conscience. On n'a pas besoin forcément d'insérer ça dans la Constitution. On a vu les hommes qui ont proposé et tout. Vous allez voir que la question va se poser. Imagine peut-être qu'un député qui se retrouve en force, un homme qui se retrouve en force dans sa circonscription, et on dit maintenant il faut que tu laisses. Vous allez voir que les femmes seront positionnées aussi en dernière position, deuxième, troisième position, et qui n'auront pas forcément la chance d'être élues. Et donc, il y a une question d'intérêt qui va se poser. Mais je pense que ces actes dedans, c'est bon pour la promotion de la gente féminine, mais ça remet en question la question de l'égalité de l'approche. Et ça fait partie justement des questions pour lesquelles il fallait forcément toucher à la Constitution, parce que la Constitution qui dit que nous sommes égaux, voilà, la loi, mais il fallait le faire. Anou Moriagua. Oui, Il faut que les femmes se battent davantage. Oui, je suis d'accord. Elle doit se battre, elle continue de se battre. On ne doit pas leur accorder des faveurs. Voilà, que ceux qui se battent continuent de se battre et que ceux qui restent aussi sachent qu'elles doivent se battre pour mériter vraiment leur place. Et donc, on a besoin d'elles. Que voulez-vous? Merci Arnaud Moriagua. On aimerait certainement parler d'autres sujets également sur cette émission, mais je crois quand même qu'aujourd'hui, nous allons mettre un point final, le temps de revenir encore sur les débats sur la révision de la Constitution, également sur d'autres débats. On a vu par exemple le lit du lac de la rivière Djonou complètement dégagé. On a vu les bulldozers qui ont pu faire un nettoyage là à ce niveau. Ça, c'est des actions fortes à justement encourager. Certainement qu'on reviendra là-dessus la semaine prochaine pour parler un peu des défis en matière de lutte contre les inondations dans Cotonou et dans les autres centres urbains du Bénin. Merci à toutes et à tous. C'était le forum des rédactions sur Eden Télévision. Stéphane Nsougan, rédacteur en chef de Dynamisme Info, et puis Arnaud Moriagua, rédaction Eden TV Diaspora. FM, on fait le débat ce jour avec nous. Point final. Rendez-vous la semaine prochaine.